La seule fois où Sam Peckinpah a représenté la grande histoire sans passer par le western, son pays natal, c'était pour Croix de fer, un film de guerre. Et comme toujours chez Peckinpah, le générique est tout un programme. Ici, une leçon d'histoire illustrée par l'archive, qui raconte la montée du nazisme sur un air de comptine. Peu à peu, les images changent de rythme, et une engageante marche militaire vient remplacer la petite voix de l'enfance. Le montage devient de plus en plus brutal, pour dire l'enlisement de la Wehrmacht en URSS. Les archives s'entrechoquent et deviennent de purs signes de l'horreur. Comme une boucle fatale, revient sans cesse le visage d'Hitler, qui croise avec indifférence celui de ses soldats, effondrés et défaits sur le front de l'Est. La montée de tension est la marque du génie de Peckinpah. Mais à la fin, comme une fatalité, le sifflement de la bombe qui tombe signale que tout va sauter. L'histoire est une explosion de violence. Mais de quoi est fait le passé revu et corrigé par Peckinpah? Eh bien d'abord, c'est une galerie de personnages, des figures, des corps, des visages, tous venus du cinéma classique, mais réinventés par le cinéaste en l'espace de 10 ans. Il y a les enfants qui sont partout dans l'œuvre, ceux au début de la Horde sauvage qui s'amusent au spectacle du scorpion dévoré par les fourmis, ceux qui s'ennuient et passent le temps en jouant avec la potence sous le regard amusé du Marshal, dans Pat Garrett et Billy the Kid, ceux qui suivent à la trace le vieux Cable Hogg et s'amusent de ses démarches pour décrocher un prêt bancaire que tout le monde lui refuse, et puis bien sûr, l'enfant, seule figure amie du sergent Steiner dans Croix de fer, le petit prisonnier russe que l'Allemand laisse partir et qui lui jette son harmonica en signe d'amitié. Après les enfants, les grands, les adultes. Enfin, jamais vraiment adultes chez Peckinpah. Il faudrait dire les hommes. On l'a assez dit, le cinéma de Peckinpah est un cinéma d'hommes. Ils se répartissent en 3 catégories. D'abord la grande famille des brutes au visage effrayant, les affreux sales et méchants de l'Ouest, que Peckinpah après Sergio Leone a été le premier à filmer avec autant de force. Ils sont pervers et très fiers de terroriser la bonne société. Ils sont comme la version dégradée des petits-enfants, sans grâce, et toujours prêts à commettre le pire sans vergogne. Peckinpah ne les juge pas vraiment, il a même parfois de l'affection pour eux, comme Steiner qui gronde comme un gosse, un soldat prêt à violer. Up, up, out. Le deuxième groupe d'hommes est composé des religieux et des politiques. God helping me. Peckinpah ne les soigne pas davantage que les précédents. Il les charge même beaucoup. Chaque film prend soin de dénoncer les dangers du puritanisme et ses agents actifs. Un pasteur qui sermonne une assemblée de vieilles dévotes contre les dangers de l'alcool tandis que le massacre se prépare. Un père qui frappe sa fille pour punir ses relations impures avec un inconnu. Un Marshal brutal qui fait mettre à genoux Billy et qui est prêt à le torturer pour lui imposer de force sa repentance, dans Pat Garrett et Billy the Kid. Repent, you son of a bitch. Un pasteur violeur, David Warner dans la ballade de Cable Hogg, qui écoute une jeune femme égarée et lui susurre quelques mots de réconfort pour mieux lui tripoter les seins, sa grande passion après les Écritures. Et puis il y a les politiques, haïs par Peckinpah, qui font peur aux enfants. Tous plus ou moins fascistes, tyranniques. Emilio Fernandez en général Mapache dans la Horde sauvage. Maximilian Schell en capitaine Stransky, nazi obsédé par la gloire militaire dans Croix de fer. Emilio Fernandez, encore, en père mafieux qui fait torturer sa fille en public pour obtenir le nom de son amant, dans Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia. Tous ces puissants, Peckinpah leur fait payer cher leur morgue et leur cruauté. Si l'histoire a mal tourné, c'est leur faute, et le récit s'efforce de les détruire au mieux. Que reste-t-il du nazi fou de gloriole une fois plongé dans la violence de guerre et ses massacres? Un homme dans la boue. Le père tortionnaire est abattu par Warren Oates, sur ordre de la jeune fille outragée. Billy retrouve la liberté après avoir envoyé sa chevrotine sur le Marshal fou de Dieu. Quant à William Holden et sa bande, ils n'hésitent pas une seconde à tirer sur l'immonde Mapache qui vient d'égorger leur ami. Même si c'est suicidaire et qu'une armée entière va se retourner contre eux. Car la beauté du geste, comme expression de la morale, définit le troisième groupe d'hommes, les héros de Peckinpah. Ce sont bien sûr des anti-héros, des déclassés, des hommes dont l'histoire ne sait plus trop quoi faire, à l'image de la troupe hétéroclite recrutée par le Major Dundee pour traquer l'ennemi Apache. Une armée composée presque exclusivement d'outcasts, tous à la marge de l'histoire. Des Indiens égarés reconvertis en éclaireurs, des esclaves affranchis qui demandent de servir, et bien sûr, des soldats confédérés vaincus qui n'acceptent cette mission que pour éviter la prison et prennent plaisir à entonner Dixie pour narguer et recouvrir la trompette des cavaliers bleus.
Tous les westerns de Peckinpah se situent à la fin du 19e siècle, à un moment où l'homme de l'Ouest n'a plus de repères. Dans Coup de feu dans la Sierra, Joel McCrea, dans son dernier rôle, entre en cavalier solitaire dans la ville et se réjouit de la foule venue pour l'accueillir. Mais les gens ne sont pas là pour lui. Un policeman vient lui demander de dégager la voie. Il proteste d'abord, puis comprend. Les gens sont venus assister à une course de chameaux. On retrouve cette même parade pour touristes au cœur des années 60 dans Junior Bonheur. Il ne reste plus du western que ce folklore de pacotille où l'homme de l'Ouest n'a plus sa place. Quel rôle jouer dans un monde qui ne vous désire plus? Dans Coup de feu dans la Sierra, Randolph Scott, autre acteur star du western classique, doit se déguiser en Buffalo Bill et bidonner la légende de l'Ouest pour attirer les clients à son stand de foire. Les hommes sont vieux et leur corps fatigué. William Holden ne monte plus à cheval aussi facilement qu'autrefois. Et les moqueries de ses jeunes partenaires renforcent sa fragilité. Ernest Borgnine regarde son vieil ami prendre les devants de la chevauchée, mais le mouvement est lent et le cavalier semble faible sur sa monture. Les héros vieillis de Peckinpah ne cessent de se faire humilier. Dans La Horde sauvage, Thornton Robert Ryan est menacé par son employeur de retourner en prison et aux séances de torture s'il refuse de traquer son ancien ami et sa bande de hors-la-loi. Même souffrance chez Pat Garrett, James Coburn, shérif malgré lui, qui pactise avec les hommes d'affaires et les politiques pour capturer Billy, son meilleur ami. Quant à Steiner, James Coburn encore, on ne peut guère imaginer un nazi plus écœuré par la guerre et le fascisme. À cette mélancolie qui travaille en profondeur les films de Peckinpah et avec eux l'histoire de l'Amérique, le cinéaste répond par une utopie, une Amérique de la frontière sud. Chaque western est une déclaration d'amour au Mexique. La fiesta est le moment où la mélancolie prend la forme du plaisir, où la dépense d'énergie, dans la danse, est une réponse au désespoir. C'est au Mexique ou dans ses environs proches que les hommes de l'Ouest retrouvent leur innocence. Il y a les jeux idiots et cruels de Billy et sa bande, tirés sur des poules enterrées. Il y a les jeunes filles mexicaines qui s'improvisent en infirmières pour le plus grand plaisir de la troupe. Il y a les bains de vapeur où on peut arroser le chef. Les bains à plusieurs dans les bras des filles. Le bain est une scène centrale chez Peckinpah. C'est le moment où la grande histoire oublie ses personnages et les laisse regagner leur liberté. Un des rares moments où Pat Garrett retrouve le sourire, loin de ses fonctions de shérif. Dans l'œuvre de Peckinpah, la ballade de Cabell Hogg est le film qui dit le mieux cette utopie des plaisirs, dessinée sur la carte du monde perdu. Le bain à l'hôtel où Hogg rencontre sa future compagne, prostituée de son état, anticipe le rêve domestique réalisé avec la maison en plein désert, loin de la civilisation, où le couple va poursuivre sa lune de miel, avec cette fois Madame dans le bain, en plein air et en chanson. Mais à la fin, l'accident de voiture vient signifier la destruction de la pastorale américaine par le progrès moderne. Car l'utopie tendre a un pendant. C'est bien sûr l'explosion de violence et son cortège de désordre. La fusillade et le chaos qu'elle engendre identifient Peckinpah cinéaste. Avec sa double vitesse, vitesse normale pour les tireurs et ralentie pour les corps qui s'effondrent, criblés de balles, qui sortent en giclées de rouge épais, tout ça sous le regard effaré des enfants, encore. Un Marshall agonise au bord du fleuve après un assaut mal préparé, et c'est tout le passé violent de l'Amérique qui revient. Chez Peckinpah, la violence est la conscience malheureuse des personnages, la hantise qui fait de l'histoire un bain de sang. La violence est un acte de désespoir, jamais une libération, encore moins un acte gratuit. Pat Garrett tire sur son ami, puis sur son reflet dans le miroir. Il sait alors que tout est mort en lui. Quant aux 4 hommes qui partent affronter l'ennemi mexicain supérieur en nombre pour sauver leur ami pris en otage, ils sont portés par la conscience que c'est leur dernière fois. Si La Horde sauvage compte tellement dans l'histoire du cinéma, c'est que Peckinpah y filme peut-être le dernier duel au soleil. Un duel pour l'honneur, perdu d'avance. Un duel romantique, pour la beauté du geste. Let's go.